D'abord, le titre qui a été mentionné encore un instant, l'idéalisme. Je ne vais pas, je pense, vous parler à stricto sensu de l'idéalisme, bien qu'il s'agisse de la même idée. Enfin, le mot ne désigne pas exactement ce dont je vais vous parler, qui serait plutôt, si vous voulez, le subjectivisme. Sujet ambitieux, trop vaste pour être traité rapidement, mais dont je vais m'efforcer de tracer une rapide esquisse. Nous allons essayer de prendre une distance par rapport à l'actualité immédiate, mais pour y mieux retourner d'une certaine manière. Ce qui a été dit ce matin, qui m'a infiniment séduit et avec quoi je suis entièrement d'accord, d'ailleurs m'ôte une partie du pain de la bouche, mais je n'hésiterai pas éventuellement à répéter ce qui a été dit, ne serait-ce que pour montrer que finalement il y a toujours convergence autour de la vérité. Alors, voyez-vous, ce dont je vais vous parler, au fond, le titre général du colloque me touche particulièrement, d'une certaine manière, c'est ce dont j'entends parler depuis des années et des années, et si Dieu me prête vie, c'est ce qui constituera le sujet d'un prochain livre, peut-être de mon dernier livre, j'en sais rien. C'est-à-dire le piège du moi. J'entends vous parler du moi. Je vous ai apporté ici, vous voyez, ça fait longtemps que ça me préoccupe, la page de garde de Madame Figaro. Vous voyez, ces références vous placent tout de suite au niveau de la scientificité la plus authentique. Du samedi 13 février 1983. Et voici ce qu'on voyait sur Figaro. Je ne sais pas si l'image est assez précise. Figaro Magazine du 13 février 83, la génération moi. Ben, c'est exactement ce dont je voudrais vous parler ici. D'abord pour vous exposer ce que j'entendrai personnellement par là, et ensuite pour vous en montrer les conséquences. Alors, premier point, j'aurai, si vous voulez, 1, 2, 3, 4 ou 5 points successifs à étudier. A, B, C, D, oui, ça fait 4. Alors, premier point, je vous assènerai... un avertissement liminaire. Si vous voulez, je considère que ce dont il a été traité ce matin, c'est de ce qu'on pourrait appeler un certain anthropocentrisme. Pas la science dominée par l'homme, au lieu que l'homme soit dominé par le monde, c'est l'homme qui prétend dominer le monde. Pour ne pas répéter purement et simplement, j'infléchis légèrement mon argumentation, et ce dont je vais vous parler, c'est si vous voulez, une spécification de l'anthropocentrisme. Ce serait précisément le subjectivisme, n'est-ce pas, l'égocentrisme. L'égocentrisme plus encore que l'anthropocentrisme. Parce qu'il me paraît que les conséquences dernières de l'anthropocentrisme, en tous les cas c'est ce qui me tient à cœur, me paraissent être l'égocentrisme. L'enfermement, non pas de l'homme sur lui-même et sur son humanité, comme si l'humanité pouvait constituer une sorte de sujet collectif, ce qui est une illusion bien moderne, mais l'anthropocentrisme conçu comme finalement ayant pour expression ultime pas l'égocentrisme, l'enfermement de l'individu sur lui-même. C'est pour ça, en ce sens, que nous parlions, je ne sais pas s'il l'a dit dans sa conférence où nous en parlions hier, l'évocation de la vie de Kant, pas de cet homme qui, d'après ce que m'a dit Dominique tout à l'heure ou hier, a vécu littéralement enfermé sur lui-même dans une pièce dont il ne voulait pas voir qu'elle avait été environnée d'autres choses, n'est-ce pas, qui vivait sur lui-même. Bon,
C'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est de ça, n'est pas cette espèce d'enfermement qui me paraît, si vous voulez, rassembler, synthétiser l'ensemble des caractéristiques de la modernité. La vie sociale moderne. Je n'entends parler, bien entendu, si on veut être rigoureux, que de l'Occident. Laissons les sociétés que je ne connais pas, je serais bien en peine de vous parler de manière rigoureuse de la Chine ou de ne sais pas quoi. Mais restons-en à l'Europe, restons-en à l'Occident, si vous voulez, cet égocentrisme, cette égolatrie me paraît être une espèce de caractéristique fondamentale, absolument fondamentale. Ça me frappe de plus en plus et tout ce que je peux écrire tourne autour de ça. Alors, premier point, une évidence, en fait, qui me paraît être une évidence de fait, qui serait naturellement contestée par n'importe quel homme politique, par n'importe quel journaliste, une évidence de fait qui est que notre société, et je pense, particulièrement à la France, naturellement, puisque nous y vivons, mais ce que je dis de la France, je le dirais aussi bien de l'Amérique, que je me trouve connaître assez bien, aussi, ou d'autres nations européennes. Notre société n'en est plus une. Nous avons sous les yeux l'exemple, l'illustration d'une décomposition sociale. J'entends vous prendre, je vais étudier le problème de l'égocentrisme, ou plus encore de l'égolatrie, n'est-ce pas, sous l'angle particulier, pour essayer de limiter les choses, de la question sociale et politique. Or, nous vivons dans une société qui me frappe comme étant de plus en plus une absence de société, n'est-ce pas? Nous vivons, alors je mentionne quelques traits très rapidement que vous connaissez, dont vous devez avoir l'expérience les uns comme les autres. Nous vivons du point de vue intellectuel dans une société de terrorisme intellectuel. Nous vivons dans une société dans laquelle les échanges intellectuels ont cessé d'être libres, dans laquelle l'expression des idées est contenue, dans laquelle l'expression des opinions est strictement limitée, n'est-ce pas, en dépit des dires, n'est-ce pas. Nous vivons dans une société où l'on ne peut plus dire ce que l'on pense et où on ne peut plus utiliser certains mots. Nous vivons toujours en restant sur le plan intellectuel, dans une société où l'abêtissement, l'abrutissement, la médiocrisation intellectuelle devient de plus en plus transparente. Pour ne prendre que l'exemple de la télévision, je me souviens d'avoir écouté chez ma grand-mère il y a je sais pas combien de temps, 2 siècles, des émissions comme Au théâtre ce soir, du théâtre de boulevard, c'était ça, c'était gentil, mais c'était après tout, avec des acteurs souvent assez talentueux, c'était pas déplaisant au théâtre ce soir. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Les émissions équivalentes au théâtre ce soir, n'est-ce pas, respirent une bêtise crasse, une nullité intellectuelle, un avachissement moral extraordinaire, n'est-ce pas, un enlaidissement, ces divertissements où les gens se congratulent, rient sur commande, nous avons fait, et évidemment mon expérience universitaire est là pour m'inciter à penser qu'il y a un abaissement général du niveau intellectuel, du niveau culturel. Je ne vais pas donner de détails, m'appesantir, j'en donnerai si vous voulez à foison. Du point de vue moral, je passe au point de vue moral. Ce qui me paraît de plus en plus frappant, c'est l'absence de respect de l'autre, en dépit de tous les discours officiels, n'est-ce pas? Il faut l'autre, enfin s'ouvrir à l'autre, etc. En réalité, la vérité des choses, c'est l'indifférence à l'autre au mieux, dans la plupart des cas l'impolitesse, sinon purement et simplement le mépris de l'autre, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune espèce de forme extérieure de la vie civile, la puérilité, la civilité puérile et honnête, n'est-ce pas, tend à disparaître manifestement. Et ce durcissement des rapports entre individus, cette absence de relations réelles, de sociabilité, je n'hésiterai pas à le dire,
dire, n'est-ce pas? Les animaux politiques modernes cessent d'être des animaux politiques et deviennent de plus en plus de simples petits animaux. Enfin, et c'est de plus en plus visible au fur et à mesure qu'on descend dans l'échelle des âges. Bon. Mais ça s'accompagne également d'une indifférence totale à la société dans son ensemble, n'est-ce pas? Le républicanisme, on invoque la République, les valeurs républicaines, n'est-ce pas? Tout ça pour déguiser une absence manifeste de sens civique, une absence manifeste du sens du bien commun. De la disparu, le mot même a disparu, le mot n'a plus de sens. Enfin, évoquer le bien commun de nos jours, se faire regarder avec les yeux dont on regarde, n'est pas un ornithorynque. La corruption généralisée des individus publics, des individus publics ou pas, des individus privés dans les affaires ou dans la vie politique. La corruption éclate, tout le monde se fiche de l'état de la patrie, quoi. Enfin, le mot même de patrie devient quasiment même un mot, enfin, quasiment ordurier, n'est-ce pas? L'indifférence au bien public me paraît crever les yeux. Les gens s'en fichent et votent chacun au moment où il le faut, où on leur dit de voter, pas pour des intérêts immédiats, pour des raisons grotesques, parce que je me souviens de cette dame qui pourtant n'était pas bête, enfin, qui avait même un certain standing social, qui m'a dit, je vais voter pour Chirac parce qu'il a de belles mains. C'est tellement caractéristique, c'est tellement bon. Je passe au politique, l'intellectuel, le moral, le politique, n'est-ce pas? Nous avons affaire à une tyrannie manifeste, enfin, ce système démocratique qui aboutit à la domination évidente, enfin, soit d'un petit groupe, soit de quelques intérêts particuliers, soit d'une masse, pas absolument, qui n'a aucune responsabilité dans le bien public, qui n'a aucune part en part, n'est-ce pas, de sa part de la tâche publique. Enfin, la tyrannie est évidente. La démocratie égale tyrannie, n'est-ce pas? Et tout cela se déroule dans un milieu de revendications, au milieu de revendications permanentes, de grèves qui éclatent à tout bout de champ, pour une raison ou pour une autre, où chacun prend l'autre en otage, n'est-ce pas? Où chacun satisfait ses revendications sectionnaires, n'est-ce pas? C'est comme on disait sous la Révolution, enfin, au détriment de l'intérêt des autres. Et le comble, d'ailleurs, c'est que tout ça s'accompagne d'une victimisation. D'un sens, on est toujours la victime de quelqu'un, n'est-ce pas? On est toujours en proie à la tyrannie, à l'oppression, à l'exploitation de l'autre. Bon, tout cela, je vais très vite, vous connaissez tout ça. Tout ça me paraît illustrer, c'est quelques exemples extrêmement rapides, je ne veux pas insister, d'une espèce de décomposition du lien social, quoi. De décomposition de la sociabilité individuelle, générale. Nous vivons dans une société qui est condamnée à ne plus vivre désormais que dans le désordre général, avec des îlots, qui vont, à mon avis, vont se former de résistance locale, de gens qui vont se regrouper à l'échelle de ces cités américaines qui sont d'ores et déjà réservées d'ailleurs à des gens qui ont une certaine fortune, entourés de grillages, gardés par des gardes armés, à l'intérieur desquels les gens estiment pouvoir vivre à peu près en paix. Bon, tout cela se déroule, évidemment, dans le silence et la complicité universelle. Tout ça se déroule dans la plus grande passivité générale, du point de vue intellectuel. Aucune espèce de tentative de synthèse n'est faite, n'est-ce pas? La lâcheté, mon ami Rousseau pourrait vous raconter un épisode récent encore de cette... une anecdote minuscule, enfin, mais qui illustre encore la lâcheté à l'égard de la situation, la volonté de ne pas voir les choses en face, n'est-ce pas? Et qui va jusqu'à la perte pure et simple de l'instinct de survie. Qui va purement et simplement jusqu'à au déni de l'instinct de survie le plus élémentaire. L'invasion par l'immigration, la drogue, n'est-ce pas, représente une menace évidente pour l'individu moyen qui se pousse les hauts cris quand il est touché personnellement, mais qui ne dit rien ou se garde de rien dire dès que c'est l'autre qui en prend plein la figure à sa place. Alors, voilà le fait dont je voudrais partir et ce que je voudrais expliquer.
puisque dans le titre, il y avait quand même l'aveuglement consenti. Oui, ça tout à fait. Ça me paraît essentiel de comprendre que ces diagnostics risquent de passer pour l'expression d'une amertume, d'une désillusion de ronchons, de Cassandre systématiques, qui ne veulent pas voir que la société se développe, Et oui, c'est bien en effet l'évidence à laquelle nous sommes contraints de nous rendre, n'est-ce pas? Tout cela est nié comme étant des mots profonds, comme étant des mots structurels, pour reprendre un mot hélas à la mode. Tout cela est nié et apparaît simplement comme au fond un accident passager dans le devenir des sociétés occidentales, dont le remède est évident, dont tout le monde connaît le remède. Enfin, d'une part, naturellement, le développement économique et social, du pain et des jeux. Enfin, s'il y a des révoltes dans les banlieues, naturellement, vous comprenez, ils n'ont pas de sas et de stade, de piscine, de cinéma. Enfin, il faut comprendre qu'il faut leur construire. Enfin, Permettez-moi une parenthèse. Je disais... Ils n'ont pas assez de murs à taguer. Ils n'ont pas assez de murs à taguer, exactement. Pour vous donner d'une certaine manière, la mesure je ne sais pas si c'est le ridicule ou de l'abîme dans lequel on est tombé. Vous avez peut-être vu comme moi, je regarde de temps en temps TF1, pour n'importe quoi. C'est tout simplement pour savoir ce qui se dit, pas pour apprendre quelque chose, mais pour savoir ce qui se dit. Et alors, on a interviewé naturellement de malheureux immigrés tunisiens qui n'avaient pas où se loger. C'était épouvantable, ils étaient sous les ponts de l'autoroute. Et alors, on leur mettait le micro sur la bouche. Ah oui, on est mal reçus ici, c'est pas croyable. On n'a pas de logement, on n'a pas de travail. Écoutez, je crois qu'on va repartir. D'ailleurs, j'ai 2 camarades qui sont repartis avant-hier. Croirez, ils sont venus, ils n'ont pas été servis assez à temps, alors ils sont repartis chez eux. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis alors l'autre grand remède, vous le connaissez, c'est la démocratie, naturellement, la démocratie. Démocratie. Le peuple souverain, il faut donner la parole aux Français, il faut faire parler les Français. Quel homme politique n'exprime pas la voix des Français? Bon. Alors, je n'insiste pas sur ces discours que vous connaissez tous, et j'en viens à mon hypothèse, à mon subjectivisme, à ce subjectivisme que j'évoquais tout à l'heure. Et encore une fois, si vous voulez, je translate, je reprends la problématique de ce matin, mais en la rétrécissant encore, n'est-ce pas? Je n'entends pas parler tellement de l'anthropocentrisme que de l'égocentrisme. L'ego, moi, n'est-ce pas? Bon, alors... J'ai 2 choses à dire. D'abord, à exposer, ce qui me paraît le fait métaphysique, le fait philosophique fondamental de la modernité, et puis ensuite à en voir l'application à ce que je viens de dire, à l'état de la société actuelle. Alors, du point de vue du diagnostic général, si on prend un certain recul, je vais retrouver évidemment à plein ce qui a été dit ce matin par M. Timmermans ou par Dominique. Ce qui me paraît le plus frappant, c'est que depuis, c'est daté, n'est-ce pas? C'est même daté. Il est difficile évidemment de dater à l'année près des phénomènes culturels, des phénomènes d'évolution des mentalités collectives, c'est évident. Mais enfin... on peut dater avec une certaine précision, n'est-ce pas? C'est le XVIe siècle, il n'y a aucun doute, c'est le XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, la Renaissance, suivie des Lumières, suivie du triomphe de la République, au sens moderne du terme. Je n'aime pas d'ailleurs accuser la République. Le mot peut avoir une belle teneur. La Respublica, c'est quelque chose. Il y aurait un sens de la Respublica, j'en serais le premier heureux. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer, n'est-ce pas? Le triomphe de la démocratie, c'est tout à fait autre chose que la République. Eh bien, depuis donc le XVIe siècle, nous assistons à un phénomène extraordinaire, ce qui me paraît, et je vais vous montrer les différents, vous donner quelques exemples, mais unique, profond, massif, n'est-ce pas? Le grand bouleversement. Nous assistons à ce qu'on pourrait appeler, en reprenant une expression connue, mais en l'appliquant alors, en lui donnant une extension beaucoup plus large, un renversement copernicien.
n'est-ce pas? D'une manière, si vous voulez, ça je l'ai exposé à mes étudiants depuis des années, pendant des années, que dis-je, pendant des siècles, n'est-ce pas? La philosophie traditionnelle a consisté tout bêtement à considérer qu'il y avait un univers, un monde. Et puis dans ce monde vivaient des hommes, vivaient des individus, qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour vivre dans l'univers, qui le regardaient. Enfin, d'une certaine manière, j'avais l'habitude d'écrire ça au tableau d'art, je faisais un grand rond, il y avait l'univers, et puis il y avait un petit point là qui tournait autour de l'univers, qui essayait de savoir ce qu'étaient les choses, qui essayait de savoir ce qu'était la réalité, d'essayer de comprendre cet univers. Eh bien, c'est fini. Nous assistons, je vais vous le montrer, dans le domaine intellectuel, moral, politique, scientifique, nous assistons à un renversement total des choses. Ce n'est plus l'individu qui tourne, ce n'est plus l'homme qui tourne autour des choses, c'est les choses qui tournent autour de l'homme. Et qui tournent non seulement autour de l'homme, j'ajouterais dans ma perspective personnelle, non seulement mais plus qui tournent autour de l'individu. La grande révolution, n'est-ce pas, la grande révolution, c'est l'égocentrisme, au sens où on parle du géocentrisme. L'univers doit tourner autour de chaque individu. Alors je vous en donne quelques exemples, et si vous acceptez de considérer que les doctrines philosophiques, que la philosophie n'est jamais au fond que l'expression mise en forme, la vraie philosophie, on ne peut pas les bavardages modernes, pas les petites vomissures qui alimentent les caisses des libraires et des éditeurs modernes, mais parle de la vraie philosophie. Si vous acceptez de penser que la vraie philosophie, c'est une tentative pour essayer d'exprimer de manière rigoureuse, n'est-ce pas, les choses, le devenir des choses, la vérité, quoi, après tout bêtement, hein, après tout, le philosophein, enfin, l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance du vrai, la recherche du vrai, même si on ne sait pas. Si vous acceptez de considérer ainsi la philosophie, je prendrai quelques exemples dans la philosophie, quelques exemples d'auteurs qui me paraissent non pas tellement des génies inventant des choses, mais des reflets de leur époque. Des reflets de leur époque. Je vais vous parler de Montaigne, de Kant, de Rousseau. Ces gens sont comme des espèces d'éponges qui absorbent les tendances du temps, qui absorbent les idées et qui les restituent, souvent d'ailleurs, je dois reconnaître, c'est la seule vertu réelle que je leur reconnais, dans une langue tout à fait remarquable dont les Français moyens est bien incapables aujourd'hui. J'aimerais bien que le français moderne parle comme Rousseau, que pourtant je ne respecte guère ou que je n'aime guère. Mais j'aimerais... Pardon ? Pas naturellement, pas. Celui-là, c'est tout à fait différent. Oui, ça, c'est tout à fait évident. Sinon, non, c'est devenu un nom commun, Rousseau. Ce n'est pas à la différence, précisément, de celui qui va vous parler dans quelques instants, qui, lui, n'a rien de commun. Mais le Rousseau, c'est l'homme moyen. Le Rousseau, c'est l'homme moyen du 18e, quoi, c'est aucun doute. Alors, eh bien, nous assistons à ce renversement copernicien, cette tentative pour faire que le monde tourne autour de chacun, autour de chaque homme. Après tout, hein, c'est la vieille formule. Moi, c'est simple, c'est élémentaire. Ce que je vous dis, tout ça, hein, j'essaie de le formuler de la manière la plus élémentaire, la plus simple, la plus claire. Mais c'est une illustration de Eritis sicut Dei, vous serez comme des dieux. Je serai comme un dieu. Je suis un dieu. Voilà la vérité profonde, à mon avis, de la modernité, n'est-ce pas? Et si je ne le suis pas, c'est que le monde est mal fait, il faut le changer. Alors, regardez, je n'y reviens pas, je le mentionne très rapidement en passant. La révolution copernicienne dans le domaine de la science. Bon, je n'y reviens pas, ça a été dit tant et plus ce matin. Il est évident que le monde tente de plus en plus. Qui est-ce qui disait, ou alors c'est peut-être moi dans un ancien cours, je ne sais plus, mais il me semble, à propos de Descartes, je disais, pour Descartes, il n'y a de vrai que ce qui est mathématisable. La réalité, c'est ce qui est mathématisable. Ce qui échappe à la mathématique ne compte pas. Il faut le réduire à ça. Bon, mais vous avez, si vous voulez, un idéalisme scientifique qui me paraît tout à fait étonnant. Une évanescence, une disparition de la notion de vérité en science, n'est-ce pas? Et je retrouve ce que disait Dominique Tassot ce matin. Là, c'est même ça m'a frappé en l'écoutant. Je me suis souvenu. Enfin, regardez à quel point, n'est-ce pas, la vérité, le Popper que vous citiez, monsieur, ce matin, n'est-ce pas, est caractéristique de cette tendance. Finalement, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Bon, c'est vrai dans la mesure où
où ça dure, ça veut jusqu'à preuve du contraire, ça c'est vrai parce que c'est utile, parce que ça marche, jusqu'à preuve du contraire. Mais tout ça, voyez-vous, tout ça illustre. Il y a un homme, enfin il y a un philosophe que je ne peux pas m'empêcher de citer, n'est-ce pas, et que je vous signale, dans les formules sont extraordinaires, c'est David Hume, qu'on oublie peut-être un peu trop souvent. Pas David Hume, l'empiriste, le sceptique anglais, ou écossais plus ou moins, pas injurié, Hume, pas anglais, il est écossais. Il y a une nuance quand même, je vais tout prendre, je préfère les écossais. Mais David Hume disait, il y avait cette formule entre autres, enfin, je connaissais très bien, j'avais failli faire j'ai un travail sur Hume pour ma thèse, cette formule qui résume tout, anything may produce anything, n'importe quoi peut produire n'importe quoi. N'importe quoi peut produire n'importe quoi. Le soleil se lève demain matin, oui, probablement, ça fait longtemps que ça dure. Alors on peut imaginer, par habitude, que ça va continuer. Mais qu'est-ce qui vous le prouve? Rien. Bon. Autrement dit, le monde, la science, pour Hume, c'est une expression tout à fait étonnante. Enfin, qu'est-ce que c'est? Ça se réduit à un système, je dirais, pour aller vite, enfin, de sensations habituelles. C'est des sensations habituelles et répétées. Le monde, c'est ce que j'en connais par mes sensations. Alors l'empirisme, alors là on en parlait tout à l'heure, j'en profite pour le dire au passage, l'empirisme moderne n'a rien à voir avec l'empirisme au sens classique du terme, avec l'empirisme aristotélicien. Naturellement, on connaît par les sens, enfin voyons, bon, mais là il ne s'agit pas de dire on connaît par les sens, mais à travers les sens, on atteint une réalité. Les sens sont un moyen d'atteindre une vérité. Alors que dans l'empirisme moderne, on supprime la vérité. Les sens sont la seule vérité. Il n'y a plus que la vérité. Alors autrement dit, dans ces conditions, non seulement il n'y a plus de vérité, mais cette vérité est strictement individuelle. Parce que les sens, c'est moi qui vois comme je vois, pas vous. Vous ne savez pas ce que je vois. Personne d'entre vous ne peut savoir ce que moi je vois. Je suis le seul à le savoir. Autrement dit, ma science est strictement subjective. Et d'une certaine manière, si on pousse à la limite, c'est bien ça ce qui se passe pour Hume. Qu'est-ce qui unit les gens? Qu'est-ce qui unit les gens? Uniquement l'habitude. Uniquement le fait, ça s'est toujours passé comme ça, il continue à vivre. Mais autrement, l'empirisme huméen, c'est la consécration, d'un subjectivisme total. L'individu est fermé sur lui-même. Il est fermé sur lui-même pour la bonne raison que les sensations qu'il reçoit du monde, il est seul à les recevoir. Par conséquent, à la limite, il est juge de tout, n'est-ce pas? Bon. Deuxième exemple très rapide pour la science, Descartes, naturellement, il a déjà été mentionné, je le dis en passant. Ce qui me frappe dans le cogito, qui a été mentionné ce matin, c'est le je. Cogito, et puis il faut lire Descartes, lisez le discours de la méthode. Il se prend pas pour rien, monsieur Descartes. Quand je pense, il n'entend pas, oui, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, mais enfin ça vous empêche pas d'être incapable de penser comme moi je pense. Moi je vais penser, puis alors vous êtes libre de penser avec moi, parce que, vous êtes intelligent, donc vous me suivez. Mais si vous êtes bête, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais comme vous êtes bête, ça n'a pas d'importance. Donc je pense. Cogito, et non seulement ergo sum, non seulement je suis, mais le monde est ce que je dis qu'il est. Je m'enferme dans mon poil, l'image est extraordinaire. Vous pensez Descartes il écrit le discours de la méthode ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des détails, enfermé comme il dit dans son poil, dans une pièce chauffée, du côté de l'autre côté de Hollande, de l'autre côté du Rhin, je ne sais plus très bien où. Il s'enferme dans son poil, puis ça y est. Je pense. Tout ce qu'on m'a appris jusqu'à présent, c'est rien. Entendez. Tout ça pour rien. Mais moi je vais penser, et puis de ma pensée va sortir le monde. Va sortir la vérité. Je pense. Alors, je voulais imprimer ce discours dans le cerveau moyen. Si vous voulez, l'individu, moi aussi j'ai le droit de penser après tout, pourquoi je ne penserais pas à moi? Moi aussi je pense comme ça. Vous pensez comme ça? Ça vous regarde? Moi aussi. On obtient l'effet mécanique. Il s'agit même plus c'est ma pensée qui est législatrice, pas qui devient législatrice. Laissons la science. Je passe à la morale. Il y a un homme tout à fait, comment est-ce qu'ils disent aujourd'hui, emblématique, paradigmatique. On m'aurait dit Platon, n'est-ce pas? C'est un homme, je vous recommande la lecture, c'est extraordinaire, c'est l'homme moderne, dans toute sa splendeur, dans sa splendeur, ironiquement parlant, pour parler ironiquement, naturellement, mais c'est l'homme moderne dans son essence. Michel de Montaigne. Michel Équem, seigneur de Montaigne. Alors, vous lisez les essais.
Mais de quoi s'agit-il? Oh, ben hier soir, j'avais faim, j'ai mangé un peu trop, là. Oh, j'ai mal dormi, j'ai vomi. C'était particulièrement acide, d'ailleurs. Ça a été très pénible quand j'ai vomi, parce que ça m'a fait mal à la gorge, là. Mais enfin, voilà. Enfin, c'est des détails qui ne vous intéressent peut-être pas beaucoup. Bah, je vous force pas à lire mon livre, hein. Mais enfin, si vous lisez, c'est pour entendre parler de moi. J'entends, et je vous cite Montaigne, être tout à moi. Être tout à soi, savoir jouir loyalement de son être. Pas savoir jouir de ce que je suis. Je suis comme ça. Bon, je suis maire de Bordeaux, il y a la peste se déclare à Bordeaux, ben la peste c'est dangereux, mais j'ai pas envie d'attraper la peste. Alors je m'en vais. Au revoir et merci, débrouillez-vous. Hein. Moi, je me retire chez moi. Je suis couard, je suis peureux. Bah oui, bah c'est comme ça. Je suis peureux, bah, je ne le nie pas, je suis couard, je suis peureux, mais après tout, qui êtes-vous pour m'accuser de couardise? Pourquoi? C'est à vos yeux, c'est un vice? Pas au mien. Moi, j'ai sauvé ma peau, hein. Il n'y a que ça qui compte. Et tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Bon, c'est remarquable. Montaigne, c'est le subjectivisme érigé en religion, n'est-ce pas? Je suis à moi-même mon propre Dieu, je n'ai pas de défaut, je n'ai pas de vice, je suis ce que je suis. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Comme en plus, j'ai de l'argent, j'ai un petit château, je vous demande rien. Hein, je vis chez moi. Puis d'ailleurs, j'ai même des enfants, paraît-il, une femme. Mais ils vivent de l'autre côté du château. Là, je me suis aménagé une bibliothèque, là, et puis je vis dans mon coin. C'est le même homme. Bon, c'est le même homme. C'est le même phénomène. C'est pas... Bon, je passe la morale, je continue Montaigne. Kant. Ah, Kant, oui, Kant, c'est l'homme de la morale. Ça a été la morale de la Troisième République. On en a parlé ce matin, je vous en dis simplement 3 mots. Enfin, mais Kant, le problème de Kant, n'est-ce pas, c'est d'arriver à conjuguer l'impératif moral, dont il se rend bien compte quand même qu'il doit avoir un certain caractère universel. Sinon, c'est pas la peine, sinon la morale n'a plus de sens. Sinon, la morale, c'est ce que je veux. Bon. Alors, il faut bien qu'il ait un caractère universel. Mais attention, il faut que ce soit ma loi. L'autonomie. Autonomos. Je suis à moi-même ma propre loi. Alors, comment concilier l'universalité de la loi morale avec la subjectivité intrinsèque de toute loi, puisque je suis à moi-même ma propre loi. Voilà le problème du kantisme. Alors il le résout de telle manière que ça n'a que deux... Enfin, je veux passer, je ne veux pas insister, je me dépêche. Il le résout soit de manière complètement sophistique. Bon, c'est le passage, la liberté, c'est être détaché de soi, c'est l'universel, donc l'universel, peu importe. Le résultat, c'est que l'impératif moral n'a aucun sens. Il n'a pas de sens pour moi. Je fais ce que je dois, mais ce que je dois n'a aucun sens. Bon, je le dois. Le factum, je dois être... Mais est-ce que ça a un sens vécu, un sens affectif? Est-ce que ça a un sens pour l'individu? Pas du tout. Au contraire, on se détacher de soi. Mais pourquoi se détacher de moi? Pourquoi je me détache de moi? Ah ben ça c'est la loi. Tu dois, donc tu peux. Alors c'est l'impératif moral dans son vide. En plus, on ne sait pas très bien quoi il désigne, quels sont les devoirs précis. Ou bien alors, comme disait le bon Schopenhauer, qui regarde les choses en face, dit, je comprends très bien pourquoi il faut être universel, pourquoi il faut jamais prendre autrui comme un moyen. Parce que si vous prenez autrui comme un moyen, autrui vous prendra aussi comme un moyen. Donc un simple calcul de réciprocité impose de respecter autrui pour qu'autrui vous respecte. Autrement dit, c'est un calcul dont le fin mot, dans le dernier mot, c'est l'individu. C'est mon intérêt de ne pas évidemment voler autrui, parce que si je le vole ouvertement, autrui va me voler, quoi. Et ça, c'est ce que Schopenhauer disait. Ou bien c'était alors, et Schopenhauer qui n'avait pas évidemment la perspective classique, la perspective du cosmos, vous dit c'est un sentiment, la morale, c'est évident, c'est l'altruisme, etc., et on tombe sur l'instant. Alors vous avez le choix entre le calcul intéressé, l'absurdité pure et simple, et puis un peu d'altruisme, de l'affectivisme, d'affectivité qui va se retrouver dans la mentalité moderne. Bon. Passons au troisième point, le troisième exemple, si vous voulez, secteur d'égocentrisation, n'est-ce pas? La société, mais ça c'est très clair, qu'est-ce que c'est que la société? La société n'est plus faite désormais que pour satisfaire les caprices et les désirs individuels. Est-ce que vous croyez que vous pouvez invoquer auprès de l'électeur moyen le sacrifice qu'il doit faire à la société, ce qu'il doit à son pays? Si vous imaginez Socrate disant je vais me faire laisser exécuter parce que je dois aux lois de ma patrie, la prosopopée des lois, imaginez ça dans la bouche d'un homme contemporain. Voyons, comme disait Rousseau admirablement, nul n'entre en société que pour son avantage. J'entre en société parce que ça me rapporte.
Et puis voilà. Et par conséquent, je n'obéis à la société que dans la mesure où ça me rapporte. C'est moi. L'hédonisme contemporain, l'économisme contemporain, pas le consumérisme contemporain, c'est la manifestation visible d'un subjectivisme exacerbé, pas d'une déification de l'individu par lui-même et à ses propres yeux. Bon. Alors, dernier domaine, mais alors c'est encore plus facile, c'est la politique. Ben, la démocratie dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Mais là, c'est la souveraineté du citoyen. La souveraineté du peuple, oui, trop lui, on veut. Mais c'est qui le peuple? Ben, c'est moi, entre autres. Comme disait Rousseau, la volonté générale, c'est la volonté de chacun. Le grand problème de la démocratie, et là ça c'est le problème des temps modernes, c'est le problème politique, c'est de se débrouiller soit pour que tous aient la même volonté, l'unanimité parfaite. Et l'unanimité parfaite, on sait ce que ça donne 1793, c'est la terreur. C'est Robespierre, dans un discours à la Convention nationale, vous disant « les considérations personnelles sont abjectes ». Il parle de l'abjection du moi personnel. Il est abject d'avoir des enfants, d'avoir une femme, d'avoir une famille, d'avoir des parents. Il est abject. Le patriote n'est que la patrie. Bon, c'est la terreur. Ou bien alors, si c'est pas la terreur, la démocratie, c'est quoi? Bah, c'est chacun pour soi. Parti. C'est chacun pour soi. Enfin, c'est la souveraineté du citoyen. Je ne me reconnais pas dans la volonté de Monsieur X, de Monsieur Y. Bon, bon, donc je conteste. Alors, il y a qu'est-ce que c'est que notre démocratie actuelle? C'est la succession de factions qui se succèdent au pouvoir et qui satisfont chaque fois des portions de la population. Bon, mais bon, ça n'est rien de plus qu'une discussion de marchands de bovins, n'est-ce pas, de marchands de comment ça s'appelle là, ils sont bovins eux-mêmes. Et qui sont d'ailleurs bovins eux-mêmes. On s'appelle de Maquignon, voilà, c'est rien que des élections de Maquignon, c'est tout. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, bon, il y a Rousseau vous le dit absolument en toutes lettres, n'est-ce pas? Tenez, je commande périodiquement, parce que ça me paraît un devoir civique. Bon, mais naturellement, ça tombe un peu à plat. Mais il faut commenter. Il faudrait le faire. C'est un exercice capital. Un commentaire, enfin, à ma manière, comme du contrat social. Les formules du contrat social sont admirables. J'y pense parce que cette formule me revient à l'esprit. Rousseau dit, au livre 1, quelque part, enfin, il dit nul ne resterait en société si, d'une certaine manière, son intérêt personnel n'était pas aussi celui de tous. Voilà. Nul ne vote en songeant qu'à lui. Chacun vote pour tous en ne songeant qu'à lui-même. C'est admirable, vous comprenez? Voilà pourquoi je parlais d'éponge tout à l'heure. Rousseau, c'est l'éponge. Il absorbe l'esprit du temps. Il a compris, il a assimilé le subjectivisme. Rousseau, l'homme qui sème des enfants dans tous les coins, qui les laisse à droite et à gauche, qui couche avec sa mère, ou sa pseudo-mère, enfin, ou son équivalent de mère, qui abandonne la mère de ses enfants, qui est l'individu parfait. Et la formule de Rousseau, la formule finale est admirable, vous la connaissez tous, enfin il faut lire le contrat social. Chaque individu est un tout parfait et solitaire. Un tout parfait et solitaire. Un tout parfait, je suis un tout parfait. Je suis ce que je suis. Ce n'est pas à vous de me dire de changer, pourquoi, au nom de quoi vous... Bon, par conséquent, je suis ce que je suis. Donc je suis parfait, puisque je n'ai pas à changer. Et naturellement, je suis seul, parce que l'autre, comme dira le Sartre, l'enfer, c'est les autres. C'est le même monde. Nous sommes dans le même monde. Bon, alors vous voyez, donc l'individu tout parfait et solitaire, voilà, c'est la formule souveraine de l'individu souverain. J'avais mis aussi sur mes papiers, mais enfin, il y a tellement de choses, je saute à toute vitesse, mais enfin, depuis Machiavel, qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est le triomphe de la vertu individuelle, du condottiere, de l'homme qui est supérieur aux autres, qui sait s'imposer aux autres. Il y a la masse, il y a le gomme pécus qui est capable de pas grand-chose, et puis alors, il y a l'homme, il y a l'individu. C'est une ode à la vertu individuelle, à la capacité individuelle de dominer les autres. C'est déjà la démocratie, d'une certaine manière. C'est l'essence de la démocratie. Bon, alors, vous voyez à quoi j'en arrive? Eh bien, au triomphe, à la souveraineté du moi. Bon, alors, il est évident que dans ces conditions, je dirais deux choses, très rapidement. Première conséquence générale, vous comprenez que
De la manière la plus générale, il ne peut s'en suivre que le désordre et la guerre de tous contre tous. La fameuse formule de Hobbes, pas l'homme est un loup pour l'homme, qui n'est pas de Hobbes, c'est-à-dire qui est de Plaute, mais enfin, le homo homini lupus, c'est la vérité du monde moderne. Chacun pour soi, homo, c'est la guerre de tous. Alors on essaie de la masquer, naturellement, mais ça on va y revenir, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le voir? Enfin bon, fondamentalement, n'est-ce pas? Alors c'est donc fondamentalement deux choses. Un, au mieux l'indifférence, et le plus généralement l'animosité, sinon la haine à l'égard de l'autre, qui est immédiatement perçu comme un concurrent. Merci, mais j'aurais même pas le temps de boire, je crois. Bien que j'ai soif. C'est la haine de l'autre, et puis l'autre dimension, c'est la haine de toute norme. La haine de toute... Alors, ça a été dit ce matin, je le répète, enfin vous l'avez dit vous-même, mais c'est la même idée dans tous les domaines comme dans l'inscientifique, la haine de la nature. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de données, il n'y a rien. Tout ça est un... On ne sait pas quoi, l'essentiel c'est de pouvoir en faire quelque chose. Bon, même chez le bon compte, qui Dieu sait ne donne pas dans ses escaliers, mais même chez le bon compte, qu'est-ce que c'est que la nature? On n'en sait rien. Finalement, hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité? On n'en sait rien, mais c'est ce que l'homme peut... La connaissance humaine est relative aux besoins humains. Et relative aux besoins. Voilà le dernier mot de la science de Kant. Alors, pour réunir les hommes, il faut ajouter l'amour, etc. Bon, mais du point de vue de la connaissance des choses, du point de vue données, il n'y a pas de données, il n'y a pas de nature. Bon. La nature n'est que ce que l'homme peut en tirer, et ne compte pour lui que ce qu'elle peut lui apporter. Bon. Alors, dans ces conditions, il est évident pas que la force pure et simple, devient l'unique norme. Nous vivons dans une société de violence. Alors, si nous ne sommes pas dans une société de violence explicite minute en minute, c'est tout simplement parce qu'il subsiste encore des restes dans la mentalité moyenne, et chez les gens d'un certain âge, chez les jeunes ça disparaît de plus en plus, des restes de vieilles civilisations chrétiennes. C'est le christianisme qui avait transformé le barbare humain en homme, en citoyen. Ça s'efface progressivement, il y a des restes. Alors on ne se conduit pas à peu près n'importe comment. Mais la vérité des choses, regardez ce qui se passe, regardez les attaques incessantes contre le christianisme et contre le catholicisme en particulier, n'est-ce pas? Regardez les films, les documentaires. Vous n'avez pas une émission à la télévision dans laquelle on ne juge judicieux de glisser la petite remarque sur le prêtre pédophile, naturellement, ou sur l'église corrompue, sur les religions. C'est ça qui les travaille. Hein. L'ennemi, il ne faut pas se le masquer. Hein. L'ennemi aujourd'hui, l'ennemi dans les mondes modernes, c'est la religion, et évidemment sous les espèces de la religion fondamentale de l'Occident, c'est-à-dire la religion romaine. L'ennemi fondamental, c'est Rome. Ce qui est un comble au moment où Rome, justement, ne demande pas mieux que de se rendre et d'ouvrir les bras à tout ce qui le déteste. C'est encore quand même l'ennemi. Dieu sait que le pape donne assez de gages de l'autre côté, mais il est quand même l'ex-nazi. Il a été dans les jeunesses hitlériennes. Enfin, c'est extraordinaire. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Exactement. Bon. Alors, revenons sur les différents caractères de la société moderne. Le terrorisme, pourquoi? Terrorisme intellectuel, pourquoi? Forcément, vous comprenez, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes. Par conséquent, le livre qui va se vendre, c'est le livre qu'on arrive à imposer. Donc ça suppose des mafias, ça suppose des coalitions d'intérêts, ça suppose des constellations de bons hommes qui s'unissent pour... Alors vous avez le matraquage à la télévision. Il faut lire ce livre. Le petit imbécile là qui présente le journal télévisé, tiens, regardez ce livre aujourd'hui, voilà, il faut lire ça, voilà. Bon, c'est bien, le terrorisme, il naît de là, enfin vous pouvez pas, et puis naturellement, il y a surtout, alors l'abrutissement, eh bien, il y a pas de normes, il y a plus de critères, vous comprenez, il y a plus de critères, en l'absence de critères, il y a plus que la force. C'est aussi simple que ça, d'une certaine manière. Quand il n'y a plus de critères de jugement, de qualité, choses comme ça, il n'y a plus que la force qui l'emporte. C'est tout. Bon, alors, pourquoi la médiocrité? Parce qu'évidemment, la médiocrité générale, parce que les individus n'ont aucun intérêt
pas à se reconnaître des supériorités, à reconnaître qu'il y a des individus qui font mieux qu'eux. Le petit auteur de roman moyen n'a qu'une crainte, c'est qu'on puisse dire « Ah tiens, ça c'est un bon roman, ça c'est un mauvais roman ». L'existence d'un critère objectif, voilà, c'est la mort de la moyenne des gens d'aujourd'hui. L'escroquerie, enfin, la corruption, ben évidemment, c'est chacun pour soi. C'est le subjectivisme à l'état pur. Chacun pour soi, donc... corruption générale, c'est évident. L'indifférence à l'autre, l'hostilité à l'autre, je viens de vous le dire, le tout parfait. Rousseau avait au moins le mérite de la logique. Il est solitaire. Le tout parfait est nécessairement solitaire. Et comme dit, les choses se gâtent quand il entre en société. Le problème de Rousseau, vous connaissez tous les descriptions de Rousseau, qui ont un caractère symbolique, mais aussi tout à fait concret. Tout se passe bien tant qu'on est tout seul. L'homme est bon. Mais il est bon. Pourquoi il est bon ? Il est bon parce qu'il est tout seul. Il est bon parce qu'il vit dans les forêts. Parce que quand il rencontre une personne du sexe opposé, parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il y avait un seul sexe, etc., il lui faut quand même... il était pas tout à fait au courant des développements scientifiques. Mais alors, il faut quand même quelqu'un du genre sexe opposé. Alors, crac, rapidement, et puis voilà, et puis on se sépare, et puis c'est fini. On parle plus de rien. C'est le parfait est par définition solitaire. Bon. Alors la perte du sens civique, naturellement, c'est moi d'abord. Si vous voulez, comment voulez-vous se préoccuper du bien commun, tout ça, ça n'existe plus, c'est fini. Bon, la tyrannie politique, c'est pareil, c'est évident. La société est nécessairement tyrannique dès lors que chacun se prend pour un roi. Si vous voulez une formule simple, c'est là. Dès lors que chacun se prend pour un souverain, comment voulez-vous que cette société fonctionne, sinon en essayant, en suivant les impulsions de chacun à dominer les autres. Bon, alors ce qui est plus amusant encore, c'est l'immoralité. Enfin, je suis à moi-même ma propre loi. Par conséquent, comment voulez-vous qu'il existe une morale, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est amusant, c'est la perte de l'instinct vital. Là, ça, c'est assez frappant. Il y a un petit problème, là, pas ? Tous ces moi cultivant leur propre moi, n'est-ce pas ? Tous ces moi amoureux d'eux-mêmes, mus par l'amour de soi, ce sont des moi qui ne laissent pas d'être aussi lâches qu'il est possible de l'imaginer, dès lors qu'ils ont devant eux un immigré ou une personne qui est une victime de la société. Hein. Alors là, il n'y a plus personne. Là, ils se laissent bouffer. Eh bien, je crois, il y a un petit problème. Là, comment se fait-il que ces individus, au moins l'animal se défend. Au moins l'animal a conservé l'instinct de survie. L'animal qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense qu'à bouffer et à se reproduire, il a quand même le sens de il défend sa progéniture. Enfin, il défend. Bon, là non. Eh ben, je crois que ce qui concerne l'homme, c'est que tout simplement, c'est mon sentiment. Je crois que les hommes deviennent d'autant plus lâches qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien à défendre. Se défendre soi-même, on peut toujours espérer tirer son épingle du jeu. Tenez, mon brave, voilà mon portefeuille. Laissez-moi vivre. Voilà mon portefeuille, n'est-ce pas ? Dès lors que l'on ne défend que son portefeuille, on le donne. On n'en parle plus. Si on ne défend pas une cause autrement dit, en d'autres termes, c'est le sujet est incapable de se fonder lui-même. Là, le sujet est incapable de constituer à ses propres yeux, en dépit qu'il en est. Le sujet est, à mon avis, incapable de se concevoir lui-même comme une valeur transcendante. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des rares hommes lucides du monde contemporain, lui et son école, d'ailleurs, dont mon père faisait partie. Nietzsche a essayé précisément, avec son idée que l'individu se crée lui-même. Que l'individu est capable de se créer lui-même. Je crois que c'est là l'illusion fondamentale. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Nietzsche est devenu fou. C'est peut-être symbolique qu'il soit devenu fou. Il a cherché à être à lui-même son propre fondement. Il a cherché à se dire, voilà. Bon, alors, il me reste à conclure en 2 minutes, n'est-ce pas, par deux ou trois questions, si vous voulez, auxquelles je ne répondrai pas. La première, c'est la question, il y a 2 questions fondamentales. 1, et ça, justement, j'ai une idée, mais je ne vais pas la développer ici. La question fondamentale, c'est comment en est-on arrivé là ? Comment est-ce qu'une civilisation chrétienne, qui avait quand même vécu pendant des siècles et des siècles, et en incluant
une bonne partie de la civilisation païenne, parce que en dépit de... il faut pas mépriser le paganisme, dont certaines intuitions sont profondément déjà chrétiennes, sans le savoir. Hein. Mais le stoïcisme, il y a dans le stoïcisme des intuitions profondes et admirables, qui préfigurent, qui sont la préfiguration inconsciente. Bon, on ne peut pas... Il y a donc, si vous voulez, si on parle du XVIe siècle, vous avez depuis Platon, ça fait 20 siècles de civilisation. Qu'est-ce qui se passe? 20 siècles de civilisation. Et en simplifiant les choses dans la vie, hop, vous prenez 50 ans, tout bascule. Bon, c'est sommaire historiquement, naturellement, mais le début du XVIe siècle, tout est encore à peu près normal. Tout ne l'est pas, mais enfin bon, passons sur les détails. Et puis toc, 50 ans, ça y est, tout a basculé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question métaphysique des temps modernes. C'est la question. Bon, deuxième remarque, deuxième question. Alors, il s'agit de savoir comment ça s'est passé et de savoir pourquoi est-ce que ça dure. Ce qui me frappe également. Bon, je tiens ce discours de haut, je l'ai tenu depuis des années devant mes étudiants, sous une forme ou sous une autre. Bon, je résume là, puis je vais essayer de l'exprimer. Enfin, bon, ramasser tout ça, mais enfin, je vois très bien à leur regard vide que tout cela ne redit absolument rien. Ils s'en foutent. Fondamentalement, ils s'en foutent. Il y en a peut-être 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 50, je ne sais pas. Là, ça intéresse. J'ai eu quelques bonnes thèses. J'ai eu peut-être dans mon existence 4 bonnes thèses, sans compter celle de Tasso, mais enfin, moi, j'y suis pour rien. C'est lui qui en est le seul responsable. Moi, j'y connais rien. C'était lui qui méritait le titre rien que par ses propres efforts. Mais ce qui domine, c'est l'incompréhension. Et pire que l'incompréhension, d'ailleurs, l'indifférence. L'indifférence à la compréhension de leur situation. Perseverare humanom est. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous cacherai pas que je pourrais résumer tout ça, d'ailleurs, c'est tout simplement le triomphe du péché. Enfin, c'est le péché qui se réalise. L'histoire de l'Europe, c'est ce que j'entends écrire, c'est l'histoire du péché. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire voir les choses? Il faudrait un nouveau Saint Paul, peut-être, je ne sais pas. Enfin, ou alors, voilà. Enfin, de toute manière, c'est une... il est évident que la prégnance du rêve est extraordinaire. Vous êtes un Dieu, chacun d'entre vous est un Dieu. Et si vous ne l'êtes pas, c'est de la faute des autres, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de la société, enfin, mais vous êtes un Dieu. Le mirage est extraordinaire. Regardez le citoyen, le veau moyen qui va voter, il vote pour le type qui le trompe toujours, il va toujours être déçu, ça fait rien, il vote quand même, il recommence, parce qu'il est un souverain, et qu'il veut l'être, et qu'il espère l'être, etc. Bon. Le principe du mal, c'est évidemment, quelqu'un, pensez-vous, monsieur, je crois tout à l'heure, parler de l'orgueil humain, vous avez raison, mais l'orgueil non seulement humain en général, mais l'orgueil individuel, n'est-ce pas? Et le vrai remède, c'est l'humilité, il n'y a pas de doute. C'est l'humilité, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire la seule religion qui enseigne véritablement l'humilité. Voilà. Je conclus, si vous voulez, par une dernière remarque. Vous pourriez m'objecter. Vous voyez, j'aime bien moi. Ma dernière remarque concernera. Vous pourriez m'objecter le fait qu'on n'a jamais tant prêché l'ouverture à l'autre, par la compréhension de l'autre, la charité, allons-y gaiement. Ils ne disent pas le mot. Non, effectivement, curieusement, le mot, la solidarité. La solidarité. Vous avez raison, le mot a disparu, c'est quand même assez révélateur, la vérité. Eh bien, ma réponse serait tout simplement que, encore une fois, tenez, pour aller très 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 vite, dans Rousseau. Qu'est-ce que c'est que la pitié, dit Rousseau? C'est le sentiment exquis que l'on éprouve à voir quelqu'un souffrir d'un mal dont on pourrait souffrir soi-même, mais dont on ne souffre pas actuellement. Le sentiment exquis de la tranquillité, de la sécurité dont on jouit provisoirement, pas quand on voit l'autre exposé au danger que l'on craint soi-même. Autrement dit, là, ce qui me paraît constitutif de l'affectivité moderne,
du pseudo-respect d'autrui, c'est une fois de plus l'amour de soi. Mais il règne ici toujours, et ce qui me plaît, c'est qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Il y a toujours de la bonne humeur et c'est pas comme le pharisien face au publicain que vous sembliez évoquer. Je pensais aussi, en voyant votre page, oui, je pensais à ce vers de Corneille. Quand on demande à Médée, que vous reste-t-il en ce malheur extrême ? Moi, vous dis-je, moi-même, et c'est assez. Ça pourrait assez être un peu l'exergue de... Tout à fait. Moi, vous dis-je, moi-même, et c'est assez. Oui, tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Ouais. Oui, alors vous évoquiez beaucoup de choses en nous touchant là, au vif de notre expérience quotidienne. Je pense à une chose là, le mépris de l'autre dans la vie courante, l'impolitesse, oui. Je me rappelle ma surprise lorsque, dernièrement, il y a 2-3 jours, c'était dans un ascenseur ou une porte coulissante d'un magasin. Je m'arrête, je laisse passer une jeune dame. Je retourne, elle me dit, mais ça n'existe plus, ça. Et oui, la courtoisie. Et curieusement, notre monde chrétien, d'ailleurs, était à la fois chevaleresque, pas la virtu au sens italien, et puis la courtoisie, cortesia. Et les deux ont simultanément disparu. C'est quand même curieux. Et alors, en face, vous avez évoqué ces slogans qu'on lance sans cesse, les valeurs républicaines, l'ouverture à l'autre. Les Grecs auraient dit, les anciens, hon aidias tomatos et cousine, ce qu'ils ont sans cesse à la bouche. Je ne sais plus, c'est pas dans Terence, dans... Ah, le plaute grec. Comment Oui, attendez. Allez, le comique grec. Ah, Aristophane. Aristophanes, oui. Bravo. Ce qu'ils ont sans cesse dans la bouche, oui. Nous avons effectivement des hauts le cœur en voyant ces tirs à répétition, n'est-ce pas, qu'on nous assène. Je parlais ce matin des 100 000 gueuloirs de la presse universelle, la formule de Bernanos, 1938 déjà, avant la guerre. Il avait le sentiment que quelque chose était lancé partout. Que dirait-il de nos jours ? Il répondait d'ailleurs, mieux vaut 1000 fois crever que de vivre dans le monde que vous êtes en train d'aménager. Bernanos, dans les grands cimetières sous la lune. Oui, nous vous remercions pour cela. Vous nous avez aussi laissé le temps de discuter encore, de vous interroger. Une dernière petite chose, quand vous avez parlé de cette révolution copernicienne, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de nombrilisme ? Non, dans l'individu, c'est pas... Le sommet n'est pas dans sa tête, son chef, mais... Tout à fait. Son nombrilisme de l'individu, oui. Tout à fait. Absolument. La parole à tout le monde. Docteur Planté. Où est le micro-baladeur ? Voilà. Tout à fait. Je note votre... Tout à fait. Exactement. Je ne voudrais pas empiéter sur le peu de choses que je vais dire, mais il y a une chose qui m'a particulièrement saisi, c'est quand vous montrez que l'animal politique devient un petit animal. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que on assiste à une insectisation du monde. Les gens qui nous entourent sont des insectes. Et entre plusieurs possibilités, je lisais un jour, en allant en Argentine, dans le quotidien royaliste ABC, un article sur un mathématicien anglais qui travaille en Suède et qui a mis au point des modèles mathématiques des sociétés d'insectes. Et cet article, dont je ne peux pas vous rendre le détail, mais il disait, les modèles qu'on observe aujourd'hui, depuis les forums sur l'informatique, les stations-service dans les autoroutes, ça répond exactement à une société d'insectes. Ce qui correspond exactement à une société d'insectes, c'est le terme de communication. C'est les insectes qui communiquent et ce n'est pas les hommes dialoguent. Or, qu'est-ce qu'on fait pour insectiser les individus ? On leur remplace les organes des sens. Déjà, ils sont décorticalisés, comme vous l'avez dit. Il n'y a plus d'esprit, d'où cette espèce d'amorphisme immonde, quoi. Il suffit d'aller dans le 7e arrondissement devant les meilleures institutions laïques ou religieuses.
On voit des tas, non pas habillés, mais enveloppés, qui sont des enfants avachis par terre, qui, on dirait des portées de hamsters. Et encore, le hamster est un animal charmant. C'est peut-être injurié, ce charmant quadrupède, là. Mais c'est des gens qui n'ont visiblement plus la force de se tenir droit. Parce que se tenir droit, il faut que le lobe frontal travaille. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu accès à l'unité centrale du cerveau? On leur met des prothèses. Les écrans qu'ils ont devant les yeux, c'est la même chose qu'un œil d'insecte. Ils ne voient plus l'univers comme un homme normal. Ils le voient à travers une poussière d'électrons et d'une vision périphérique où ils sont totalement asservis. Enfin, il suffit de regarder dans les rues, avec un geste très symbolique. Le portable, vous voyez les gens le porter à l'oreille et regarder. Qui symboliquement veut dire je mets l'audition, donc heureux ceux qui croient sans avoir vu, sous la dépendance de la vision. C'est de devenir un cyclope, littéralement. Quoi, Bon, après, on peut voir, il suffit de regarder dans les rues, les individus se heurter entre eux dans un mouvement brownien de tarés, voire mourir écrasés parce qu'ils sont en train de raconter des conneries au téléphone. Là, je voyais la chaleur les fait sortir comme les rats d'égout dessous les pierres. Quoi. Hier, dans Paris, c'était incroyable. On voyait passer des patinettes chargées d'enfants avec des mères, des grosses mémées avec les enfants sur les vélos, leur faisant courir un risque énorme. Et tout ça répond à des modèles mathématiques. Ça veut dire qu'on a bien fait quelque chose qui a changé l'homme en profondeur au niveau de sa neurophysiologie. Oui, évidemment, il y a la dimension. Ouais. Nous retenons cette expression très imagée, insectisation du monde et des hommes, oui. Effectivement, nous devenons des fourmis. D'ailleurs, regardez nos cités, nos banlieues, des fourmilières. Ou des termitières, je ne sais pas, parce qu'on ronge en même temps toute la substance sociale et traditionnelle. Oui. Oui. Juste un petit mot concernant un des derniers points de ton exposé, tout à fait remarquable. C'est quelle est la raison pour laquelle, là où la violence règne et régnera de plus en plus, on se défend de moins en moins. Oui. Pourquoi l'homme blanc ne se défend-il pas contre une violence qui est devenue quotidienne et que ses ancêtres n'auraient pas supportée? Pourquoi? Eh bien, effectivement, n'est-ce pas, parce qu'il se méprise suffisamment lui-même pour ne même plus songer à se défendre. Voilà. Il n'a plus ce que l'animal a encore, qui relève de l'instinct. C'est-à-dire le sentiment d'une autodéfense nécessaire. N'est-ce pas? L'animal ne se suicide pas, même quand il souffre beaucoup. Il y a des animaux qui souffrent énormément. Pourquoi ne se tirent-ils pas une balle dans la tête, les malheureux? Parce qu'ils sont transcendés par une réalité qui les dépasse et qui est la survie de leur espèce. L'individu, objectivement, sans le savoir, se sacrifie à l'intérêt de l'espèce. Eh bien, l'homme ne se suicide parce que, n'est-ce pas, il n'a plus de normes plus fortes que ses propres convictions minables à défendre, n'est-ce pas, ou à incarner. Et par conséquent, il se tue. Les enfants, bientôt, se tuent à la sortie de l'école quand ils ont une mauvaise note. On en parlait ces jours-ci, beaucoup des suicides d'enfants de plus en plus jeunes. Et la faiblesse de l'homme occidental devant les agressions dont il est victime tous les quarts d'heure s'explique très probablement par l'absence totale et tout à fait explicable à partir de ce que tu nous as dit, d'estime qu'il a pour lui-même. Tout à fait. Oui, tout simplement. Pour aller dans le même sens, je l'avais noté sur mes papiers. Puis, tout le monde a entendu la remarque, oui. Bon, j'avais trop de choses, j'ai coupé, mais j'avais noté même, tu vois, la vérité apparaît même, parce que je dis même parce que ce n'est pas exactement de notre époque, de notre famille de pensée, mais même chez Durkheim, c'est son étude sur le suicide. Quand Durkheim, c'est pas bête du tout, enfin, je veux dire, c'est indépendant, si on l'extrait du contexte de sa finalité particulière, l'idée en soi n'est pas bête. Les hommes, vous le savez, connaissez la thèse de Durkheim sur le suicide, les hommes se suicident d'autant plus qu'ils ne se sentent plus pris dans un tissu qui les dépasse, mais qui leur donne un sens, qui donne un sens à leur vie. Les hommes se suicident plus à midi que le soir ou le matin. Parce qu'à midi, les gens sont dispersés. Le soir, ils sont réunis, ils sont en famille. Les célibataires se suicident plus que les gens mariés. Enfin, c'était l'idée de Durkheim, n'est-ce pas? Les homosexuels se suicident beaucoup plus que les autres. Je sais pas si... je ne me souviens pas qu'il ait parlé des homosexuels, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi répandu, mais, ou pas au moins si public. Mais l'idée en soi n'est pas bête.
Il n'est pas bête, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, je suis entièrement d'accord. Et ça me paraît très profond, c'est une des grandes vérités du stoïcisme, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. L'individu survit d'autant mieux qu'il se sent pris dans quelque chose qui le dépasse et qui a à ses propres yeux une réalité, un poids, une valeur, une dignité. Voilà. L'individu laissé à lui-même, quoi qu'il en ait, il a beau se prendre pour un dieu, il sait très bien qu'il n'en est pas un. Et pas quand il est tout seul, c'est fini. Ouais. J'ajouterais peut-être à ce que disait le professeur Rousseau qu'on a supprimé, on a effacé les restes de sentiments de résistance par cette culpabilisation perpétuelle. L'homme occidental, surtout le chrétien, est par essence un ancien colonisateur, un oppresseur, un ceci, un cela. Cela, je pense que ça contribue à affaiblir la résistance, de façon diabolique d'ailleurs. Oui, d'accord, il faudrait l'articuler. Oui, N'est-ce pas justement là où on retrouve toute la franc-maçonnerie, les sectes philosophiques dans ce sens? Oui, dont l'action est Solvay voilà. Et de Coagula. Voilà. On retrouve ça d'ailleurs dans le livre d'Epiphanius, franc-maçonnerie et sectes secrètes, quoi. Il faut introduire il faut donner des cœurs vicieux pour ne plus avoir de catholiques. Qui le respirent par les 5 sens. C'est dans un convent de carbonarisme, donc italien, en 1819. Qu'il le respire par les 5 sens. Faites des cœurs vicieux, vous n'aurez plus de chrétiens. Je trouve que il est certain que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est certain que toute la ligne de plus grande pente du monde moderne occidental, au moins, c'est la lutte contre le christianisme. C'est évident, et tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Bon. Oui. Oui. Et nous sommes comme dans une grande symphonie, les différents mouvements sont passés, nous sommes dans la coda, dans le stretto, comme on dit. On sent que les choses s'accélèrent en ce moment, de façon curieuse et manifeste, semble-t-il. C'est pas arithmétique, c'est fort. Géométrique. Oui. Une vitesse géométrique, accélération géométrique, oui. J'ai une question pour vous. Déjà, je voulais vous remercier de votre brillant exposé. Et dans votre intervention, vous avez expliqué que la fin de l'Occident, c'était vers le 15e ou le 16e siècle, avec la Réforme et la Renaissance. En fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus tôt, et notamment vers le 12e et 13e siècle, avec la fin des croisades? À savoir qu'à partir du moment où l'Occident chrétien renonce au tombeau du Christ, est-ce que vous ne pensez pas que la vraie fin de l'Occident est plutôt là que dans la Renaissance ou la Réforme? C'est ce renoncement des chrétiens à récupérer la chose la plus importante, à savoir les territoires latins du Moyen-Orient. Voilà, je vous remercie de votre réponse que vous allez donner. C'est-à-dire que on est pris entre deux exigences. Enfin, l'exigence de fixer une date, si vous voulez, l'exigence de déterminer un moment clé, charnière, et puis évidemment la possibilité intellectuelle de reculer indéfiniment. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, oui, bien sûr, vous avez sans aucun doute raison, d'une certaine manière. Bon, le fait de ne plus s'intéresser... oui, c'est ça, de ne plus s'intéresser, c'est une première étape. Enfin, on ne peut pas dire, vous avez quand même, à partir du 16e, un ensemble de phénomènes convergents du point de vue intellectuel, social, que vous n'avez pas encore dans les croisades. Enfin bon, les prodromes sont là, d'une certaine manière, mais enfin, toujours pareil, il y a un moment où si vous voulez, le fruit qui se développe comporte déjà le germe de sa propre décomposition. Enfin, bon, le verre est dans le fruit. Alors, oui, vous avez. Enfin, ma réponse, sans plus de réflexion comme ça, serait que, sans aucun doute, il s'agit là d'un élément qui a concouru, effectivement, une espèce de dégradation. Préparer le terrain. Me paraîtrait quand même, jusqu'à plus ample informé, difficile de situer à ce moment-là un véritable basculement de la société chrétienne occidentale. N'oubliez pas quand même que, bon, le grand siècle de l'Occident, c'est le siècle de Saint Thomas, c'est quand même après. Enfin, c'est que vous avez... si vous cherchez des signes
précurseurs, des avant-coureurs en bouleversement, je le verrais plutôt au 14e, là, avec... tout à l'heure, d'accord. Bon, il y a Philippe le Bel, enfin, la laïcisation de la monarchie ou le début de la laïcisation. Ça, c'est déjà des prodromes plus inquiétants. Le développement de l'économisme et de la bourgeoisie économique, tout ça, c'est des... Bon, mais bien sûr, on peut remonter comme ça. Oui. D'ailleurs, c'est le XVIe siècle que Chesterton a appelé la rechute. Vous connaissez peut-être sa formule, la Renaissance, la rechute. Monsieur... Excusez-moi. Attendez, redites s'il vous plaît dans le micro. Ici, madame. Oui. Non, je dis surtout Florence après Venise, qui sont partis chercher en l'Orient la sagesse et qui ont inondé tout l'Occident par la peinture en particulier, tous les fresques comme dans l'église, pour pas préciser la Savoie, le Piémont et tout autre, où on a tous les insignes et tous les dessins maçonniques. Et ça a été une perturbation fondamentale jusqu'au fin fond de la pensée, même des paysans et des pauvres gens. Et ça, c'était un grand détour dans la pensée occidentale. Oui. Venise a commencé et Florence a pris d'or, a envoyé ces hommes chercher la sagesse. Vous avez raison, là aussi. Enfin, il s'agit incontestablement de pierres apportées, de petites bombes supplémentaires posées ici et là. J'aurais tendance, il faut pas insister autant que sur la rupture, qui est d'abord une rupture intellectuelle et qui est d'abord une rupture dans les élites, enfin entre guillemets intellectuelles, qui n'est pas une rupture dans le peuple, dans la profondeur du peuple. Le roi est encore très populaire, n'est-ce pas? Louis XVI, la mort de Louis XVI est votée à une loi de majorité. Et puis il y a un phénomène fondamental, il y a un phénomène crucial du point de vue de l'évolution en particulier de la France. La France est un pays rural. Jusqu'en 1939. Bon, et ça assurait. En dépit de tout, avec toutes les petites craquelures, les fêlures de tous côtés, la France demeure un pays rural jusqu'en 1939. 80% de la force de travail française est une force de travail rurale. Tout ça assure un pays, malgré les saignées napoléoniennes, malgré les saignées de la Première Guerre mondiale. Quand même, vous avez encore une ossature de cette population. Alors, bon, le poisson pourri par la tête, hein. Le poisson pourri par la tête. Alors évidemment, les signes du pourrissement de la tête sont nombreux. Enfin, il y en a beaucoup. Mais ce qui est important, c'est la coalescence, quoi. Et ça, je trouve que là, il y a deux événements récents. Enfin, il y a la Seconde Guerre mondiale qui manifestement a transformé les équilibres mondiaux, a transformé les mentalités, etc. Bon, et puis en ce qui concerne la France et peut-être d'ailleurs l'Occident en général, 68. Bon, vous aviez une question peut-être? Non, je voulais revenir simplement à cette idée de la rupture. Cette idée de ce qu'est une religion par rapport à une croyance. La religion, étymologiquement, c'est bien ce qui relie les hommes. Je me rappelle d'un maçon que j'ai vu récemment, pour qui j'ai fait une conférence, je l'avais parlé à Dominique sur l'évolution, à propos de l'évolution justement, qui me disait, mais de toute façon c'est tout à fait simple, la religion c'est quelque chose qui doit être du domaine du privé. J'ai dit pas du tout. La religion, la foi, la croyance, c'est du domaine du privé, c'est du domaine intime. Mais la religion, c'est une expression extérieure qui relie les hommes et qui va constituer une civilisation. Il n'y a pas de civilisation qui se soit constituée sans une religion, qui donne une base morale, théologique, philosophique, etc. Et en fait, j'aime bien personnellement, excuse-moi Franck, cette idée de la rupture en ce XVIe siècle, c'est-à-dire finalement, c'est vrai que la fin des croisades, c'est le premier recul, je dirais entre guillemets, de l'omnipotence de la foi chrétienne sur le monde, à l'époque où le monde était ce qu'il était, mais le XVIe siècle, ça commence à être la rupture, je dirais, de la solidarité du christianisme. C'est la fin de l'universalité du catholicisme. Le protestantisme, c'est ce qui va commencer à séparer complètement cette civilisation d'Occident. Et ça, on arrivera très vite à l'histoire de la Saint-Barthélemy, moi qui m'a toujours amusé quand j'en lis non pas les relations, mais les interprétations.
La Saint-Barthélemy, c'est quoi? C'est la nuit des longs couteaux avant l'heure. C'était le parti protestant qui voulait mettre Henri IV sur le trône, et les autres l'ont liquidé pour mettre à sa place, sauf erreur, c'était bien Henri III, je ne me suis pas trompé. Ou Charles IX, je ne sais plus lequel des deux, excusez-moi. Non. C'était Henri III. Bon, l'histoire, elle est là. Donc, cette C'était scission... sous Charles IX. La Saint-Barthélemy était sous Charles IX. Sous Charles IX. 1573, non 72. 72. 1572. Bon, donc, c'est bien le moment où, finalement, la cohésion de la chrétienté, là, l'éclatement de la cohésion de la chrétienté apparaît au grand jour. Et là, bien sûr, l'Occident chrétien va forcément dériver dans des proportions graves. Et on continue depuis 200 ans cette lutte extraordinaire contre le catholicisme qui, malgré tout, peu ou prou, et malgré Vatican II, est quand même resté le fer de lance de cette civilisation occidentale. La révolution de 92 a bien prouvé que la liquidation de la monarchie, c'était pas ce qui faisait la révolution. Il fallait s'attaquer à l'Église. S'attaquer au roi n'était pas suffisant, ne servait à rien. Et nous qui sommes monarchistes, puisque j'en suis, comme beaucoup d'autres ici, je le sais, l'idée de fond est que, bien entendu, quelque part, un roi n'a de sens que par rapport à ce support de religion. Absolument. Et tant qu'on ne recrée pas une forme de religion, même si elle n'est pas directement la nôtre, on ne sortira pas aujourd'hui. L'Occident chrétien émietté de balbutiements et de hoquets grotesques. Absolument. Là, un des fossoyeurs de la monarchie, c'était Bodin. C'était Jean Bodin. La théorie d'un pouvoir supérieur, justement, à la religion. Oui, tout à fait. Je crois que Dominique Tassot voulait dire quelque chose là. Oui, ma question, c'était est-ce que dans cette perte de l'instinct de survie en particulier, il ne faut pas mettre en cause le droit? C'est-à-dire le fait que le droit moderne, issu évidemment de l'individualisation et de l'individualisme, le droit moderne, en fait, interdit la légitime défense. C'est-à-dire expose celui qui se défend à des risques bien plus importants que ceux qu'il est en train de courir. Et en particulier, par exemple, l'interdiction de porter des armes, l'interdiction de se faire justice à soi-même sont des réalités profondément destructrices de toute virilité possible. Oui. Je suis entièrement d'accord. Là aussi, il y avait une notation que j'ai éliminée, auquel je n'ai pas fait allusion, mais j'entendais parler d'un anti-individualisme individualiste. Enfin, une répression de l'individu, de l'autre, par l'individu au nom même de son propre individualité. Enfin, c'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord, bien sûr. Oui, je voulais vous demander, on parle de rupture, mais à ce moment-là, moi je dis que la rupture, elle existe depuis le christianisme, tout ce qui a été arianisme, etc. Toutes les hérésies sont des ruptures. Oui. La création de l'islam, c'est une rupture. Oui. Donc ça tient à l'homme étant pécheur, il y aura toujours une lutte. Il n'y a jamais rien de parfait. C'est pas une question de perfection d'ailleurs, mais il y a des blessures et il y a des traumatismes qui sont destructeurs, définitifs. C'est toujours une destruction. Tentative de destruction. Oui, la seule chose, c'est que les hérésies ont pendant fort longtemps échoué. Maintenant, on a affaire à une hérésie triomphante. Mais cela dit, je crois que vous avez tout à fait raison, mais je ne veux pas élaborer là-dessus. En mettant l'accent sur le caractère pécheur, sur la pécaminosité de la nature humaine, et par conséquent, d'une certaine manière, vous avez raison. Si on veut remonter à la racine, elle est là. Juste une note un petit peu optimiste. Il y a quand même eu, à la fin du XVIIe siècle, je crois, les pentes. Oui, bien sûr. Les pentes qui a quand même été, je dirais, une grande victoire, je dirais, chrétienne, je dirais, qui a quand même arrêté l'islam pendant 250 ans. Alors, je dirais, on n'en parle pas du tout dans les manuels. Bon, et même aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Je tenais quand même à le citer pour montrer qu'il y a des sursauts possibles parfois.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc rien n'est perdu. Donc rien n'est perdu. Et les voies du Seigneur sont impénétrables, parce que c'est Venise, la République marchande, qui a aidé à triompher des Turcs et de la civilisation turque. C'est quand même assez curieux. Le diable porte pierre. Et c'est grâce à les pentes que nous avons le rosaire, d'ailleurs, en particulier. Les pentes et Vienne. Exactement. Voilà. Donc rien n'est perdu et nous pouvons encore espérer à nouveau les pentes. Voilà. Les pentes, c'est fin du XVIe et Vienne, c'est presque un siècle après. Oui. Madame. Vous reprenez la parole. Attendez, le micro est déjà... C'était un petit peu avant. En fait, j'ai pensé à ce que la rupture de la Renaissance dont vous parliez, et ça, j'ai rapproché ça de Luc Ferry. Oui. Diable. Parce que dans un de ses livres, il parle de la rupture justement qui a lieu à cet endroit-là de deux civilisations. Celle qui voyait le monde de façon justement sphérique, à l'ancienne, des Grecs anciens, un monde totalement ordonné. Et tout d'un coup, à la Renaissance, avec la révolution copernicienne, ils voient un monde qui devient un chaos pour eux. Maintenant, les savants se rendent compte qu'il est nouveau organisé. Mais ils disaient, là, il y a eu une rupture parce que justement, il y a eu une perte de repères dans les élites. Donc ça, je pense que ça rejoint ce que vous disiez. Je suis extrêmement fâché d'être en accord avec Luc Ferry, mais enfin, la vérité, vérité se trouve dans toutes les bouches. Quelquefois, ils peuvent porter pierre aussi sans s'en rendre compte. Qui a d'ailleurs été notre étudiant pendant 2 ans. Qui a d'ailleurs été notre étudiant, oui. Oh, ça m'étonnerait. Une dernière question. Nous voulons quand même respecter le temps de pause et le temps de librairie là-bas. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais Dieu se sert toujours de ce qui paraît absolument absurde. Quand on étudie Jeanne d'Arc, vu l'époque, une bergère qui va diriger des hommes de guerre, mais c'est une histoire de fou complète. C'est vrai. Donc il n'y aura pas de Jeanne d'Arc, mais il y aura autre chose, mais ce sera toujours ce qu'on n'a pas pensé, à mon avis. Hein. Une dernière question, à vous là-bas. C'est juste un mot et une remarque. En tant que scientifique, j'ai énormément aimé vos allusions à l'humilité. Et je tiens juste à dire que l'humilité, pour moi, c'est le début de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on n'accepte rien autour de soi que par soi-même et on ne sait rien. Donc merci beaucoup pour ce que vous voulez dire. C'est la seule façon de s'en sortir face à tout ce qu'on entend. Et c'est totalement chrétien.